Bonjour à tous, merci d'être encore au rendez-vous. Ensemble, nous allons clôturer cette semaine de travail. Nous sommes vendredi et comme vous le savez désormais, les vendredis, nous parlons essentiellement culture par ici. Dans le débat du jour, nous évoquons la question de l'estime de soi. Bon, on installe mes chroniqueurs. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien et toi-même? Ça ne te fatigue pas quand je te dis que tu es belle, non? Est-ce que ça peut me fatiguer? Tu es bien habillée. Tu me connais, de la manière dont même tu me connais, est-ce que tu penses que je vais être fatiguée? Certainement pas. C'est gentil ma chérie. Oseni Yaya, bonjour. Bonjour, je l'adule aussi. Hein. D'accord. Je l'aime en Il y a de quoi. Je l'aime en majuscule. Comment tu vas? Super bien. Ça va très bien. Et ta semaine, on est déjà en fin de semaine. Hein? On est au milieu de semaine. On est en Non, fin on est de en fin de semaine. semaine, vendredi déjà. Il nous reste à peine 2 jours. D'accord. Il nous reste à Alors, peine 2 jours. le week-end, tu as prévu faire quoi? Je ne sais pas encore. Aïe. Toi, tu sais déjà ce que tu veux faire le week-end? Sans te mentir, je ne sais pas encore. Bon, c'est pas bien grave. Alors, Jennifer, j'ai une très faible estime de moi. C'est notre thème du jour pour vécu. Absolument, on a beaucoup parlé de thématiques, on a parlé de couple, de jalousie, mais je pense que ce sujet quand même mérite d'être débattu, de voir un peu ce que ça veut. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont tellement de potentiel, mais qui s'auto-flagellent. Et c'est ce que nous allons découvrir. On va voir cette personne-là qui se compare et on va revenir en débattre. C'est sûr, on y va donc dans vécu. Je nourris une très faible estime de moi au détriment de ma sœur. Je suis une jeune fille de 26 ans et on me compare à chaque fois à ma petite sœur. Je suis de nature très solitaire et mon cercle est très restreint. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je me sens bien ainsi et heureuse. Contrairement à ma sœur qui est hyperactive et qui sort très souvent. Malheureusement, les gens qui m'entourent ne l'acceptent pas. Ils veulent tout le temps me comparer à elle et me disent de faire comme elle. Ma sœur est très intelligente et moi, je ne le suis pas. Nous avons toutes les deux fini nos études, mais on me dit très souvent d'être comme elle. On apprenait à conduire et elle assimile très vite, ce qui n'est pas mon cas. Il me faut un peu de temps pour ça et on me dit qu'il faut que je fasse exactement comme elle. Un jour, un ami m'a dit que j'ai une tête de caillou parce que ma sœur assimile et comprend très vite, contrairement à moi. Ça me traumatise et ça me dérange énormément parce que dans tout ce que je fais, je me sens inutile. J'ai peur de tout parce que je me dis que je suis nulle. Je suis perdue dans tout ce que je fais. Cette histoire a commencé depuis que nous étions très petites. J'ai peur d'avoir des enfants qui seront comme moi pour ne pas que je me rappelle à chaque fois de ce que j'ai vécu. J'ai peur de répéter cela. J'ai peur de me marier ou de discuter avec une personne pour ne pas que la personne remarque que je ne suis pas intelligente et qu'on se moque de moi. Je me suis renfermée sur moi, je ne suis pas bien et j'ai peur d'en parler pour ne pas qu'on pense que je suis jalouse de ma sœur. C'est très difficile de vivre dans un entourage comme celui-là. Ça me traumatise et mentalement, ça ne va pas. Que faire? J'ai une très faible estime de moi. Que faire? Voilà, la question reste posée. Je ne vous permets pas de parler d'abord. On va installer le débat et on va pouvoir répondre à cette interrogation. En psychologie, c'est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit un acte qu'il pense valable, il ressent une certaine valorisation. Lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant
dans son estime. Selon certains psychologues, cette notion est à distinguer de la confiance en soi qui, bien que liée, est en rapport avec des capacités plus qu'avec des valeurs. Bref, comment alors arriver à une estime de soi inébranlable à toute épreuve? On va partir bien évidemment, comme d'habitude, de ce vécu, de ce témoignage pour approfondir la question. Alors, chers amis, déjà votre avis sur le sujet vécu du jour, l'histoire de cette dame. J'ai une très faible estime de moi-même. Je crois que la thématique elle est névralgique, elle est très importante parce qu'elle met l'accent sur le capital humain. Parce que la première richesse du Bénin, en vérité, ce n'est pas les richesses minières, c'est l'homme. Donc, il est très important de donner de la valeur à l'homme. Tout homme est inestimable, tout homme est une valeur infinie, que vous soyez enfant de pauvre, que vous soyez une personne handicapée, que vous soyez dans une situation difficile. Il faudrait que vous sachiez d'abord, où que vous êtes, que vous m'écoutez ce matin, sachez que vous êtes une valeur inestimable, vous êtes une richesse infinie pour le Bénin, pour l'Afrique et pour le monde. Donc moi j'estime que, c'est pour ça que je remercie pour cette thématique-là, parce qu'il y a de ces personnes brillantes qui ont assez de talent, mais faute d'estime de soi, ils détruisent tout ce qu'ils ont, comme l'a dit tout à l'heure la belle dame, Jennifer, voilà, comme Jennifer Lopez, qui détruit tous ces talents-là, tous ces dons, toutes ces potentialités, résultats, c'est une richesse infinie qui va en fumer. Et par rapport à ce que la dame, elle est en train d'évoquer, justement dans le vécu qu'on a entendu, à savoir, elle se compare autant à sa sœur, quel est ton avis par rapport à ça? Le regard des autres, des fois, vous détruit. Le regard des autres. Parce qu'il y a des fois des comparaisons qui n'ont pas besoin d'être. Tout homme est unique. Tout être est unique. C'est vrai que nous pouvons avoir des ressemblances, nous pouvons avoir des accointances, nous pouvons avoir des forces, des ressemblances, mais nous sommes uniques. D'abord, c'est depuis l'enfance, c'est depuis le redressement du corps social. Tout petit, c'est vrai qu'il faut avoir des repères. C'est vrai que nous avons c'est important d'avoir des icônes, on veut ressembler à tel, mais quand tout le temps vous comparez les enfants, chaque enfant est unique, chaque enfant a ses dons, a ses talents. Au fait, c'est depuis le bas âge, c'est pour cela que tu as touché la psychologie. On va en venir par rapport à tout ce qui peut être à la base, justement, du manque d'estime de soi. Ton avis par rapport au vécu du jour? Oui, déjà, j'aimerais commencer par ce que M. Oseni a dit. Il a dit quelque chose de très important, que vous soyez handicapé, que vous soyez un enfant de pauvre. En fait, quelle que soit la personne que vous êtes, je pense que vous avez forcément été créé avec un talent. Et qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez apporter. Malheureusement, le problème de la dame, c'est qu'elle a beaucoup trop écouté les gens. Peut-être le problème que ça a été fait depuis tout petit, donc depuis qu'elles étaient toutes petites. Donc, elle n'a pas eu le temps de développer cette personnalité-là d'elle-même. Donc, elle s'est dit, vous voyez, elle le répétait tout le temps, comme je ne suis pas intelligente, mais je crois qu'elle est bien intelligente. Je crois qu'elle a des choses que sa sœur n'a pas. Et il faut déjà qu'elle arrête de se comparer à sa sœur, même quand les autres le disent. Ils ne le font pas exprès. Hein. Vous savez, on a un modèle, en matière de beauté, des standards en matière d'intelligence, entre griffes. Donc les autres, c'est normal qu'ils le disent parce que c'est ce qu'ils voient. Mais elle sait ce que les autres ne voient pas et qui est là. Malheureusement, elle ne peut pas développer ça parce qu'elle sait déjà... auto-flagellée, elle s'est tuée même, je dirais. Mais je pense qu'elle peut encore. À force de se comparer à force de se comparer, de répéter qu'elle n'est pas intelligente. Mais finalement, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, moi, je pense que c'est cette valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est cette valeur qu'on s'accorde à soi-même. Mais je pense que quand il n'y a pas d'estime de soi, je pense que tout est faussé, hein, parce que je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Cette valeur qu'on s'accorde à soi-même, c'est-à-dire quoi? Quel type de valeur? On peut partir sur des exemples? Oui, par exemple, je me dis, je sais qui je suis. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais moi, je sais ce que j'ai comme potentiel. Par exemple, je me dis, tout le monde s'entend à se dire... Je donne un exemple, hein, bien entendu, je crois que ce n'est pas le cas. Jennifer est laide ou vilaine. Et tout le monde me le répète. Partout, je passe, on me dit, mais comment tu as fait pour être aussi laide? Je me regarde, ce que les gens voient chez moi qui est peut-être déformé ou... Quand toi, tu regardes, tu vois autre chose. Voilà, je me dis, je suis belle, j'ai quelque chose que les gens n'ont pas. Si j'ai un handicap,
je suis handicapée, mais je suis arrivée à faire telle et telle chose. Donc, j'ai de la valeur. Je pense qu'on doit se répéter ces choses-là intérieurement pour pouvoir vraiment quand même aller de l'avant. Sinon, c'est pas la peine, en fait. Oseni Yaya, tu as entendu Jennifer le dire, il y a des valeurs et quand on se reconnaît soi-même ces valeurs-là, on arrive quand même à un temps soit peu oublier ce qui se dit autour de nous. Mais ça doit être quand même compliqué, n'est-ce pas? Parce que tous les jours, je me réveille, je vois quelqu'un qui me dit, je parle de l'exemple de Jennifer, ben, tu n'es pas jolie, tu as telle forme, tu es maigre, tu dépéris ou tu prends trop de poids, mais c'est quoi tout ça? Mais à force de l'entendre, même si au fond de moi, je sais que j'ai des valeurs, est-ce que cela ne va pas en quelque sorte quand même agir sur ma psychologie? Ce que j'ai dit, c'est traumatisant, le fait que tout le temps vous rappelle que vous avez des défauts. Vous savez, on est dans une société où il y a beaucoup de besaciers. Le besacier, c'est celui qui n'a pas de défauts. Ses défauts sont sur ses fesses, il ne peut pas les voir. Donc il estime que l'autre, la personne est laide, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas rayonnante, etc. Il y a de ces clichés-là. Mais il faudrait que ceux qui nous écoutent sachent qui sont des valeurs infinies, que la différence, c'est une beauté. Et rien n'est laid, rien n'est beau. Nous sommes uniques, nous avons tous des qualités, nous avons tous des valeurs. C'est quoi, selon vous, l'estime de soi? Moi, je crois que c'est d'abord le regard que vous portez sur vous. C'est la valeur que vous vous accordiez, c'est très important, ce que vous valez. Moi, je vaux quoi? Il faut que des fois, on s'asseye, on fait une introspection pour se demander qu'est-ce que je vaux réellement? Quels sont les dons que j'ai? Quelles sont les qualités que j'ai? Parce que l'homme est un écran de développement. Si déjà l'enfant, tout le temps lui dit qu'il est laid, qu'il n'est pas beau, qu'il est incapable, et puis on le traumatise, il pourra, quand il va devenir adulte dans la société, il ne pourra pas produire de la richesse. Or, c'est une richesse infinie. Donc c'est pour ça que je l'ai dit d'entrée, il y a des gens qui ont des talents extraordinaires. Même la laideur, c'est un don. On connaît des artistes qui sont laids, qui ont des problèmes qui ont des handicaps, mais ils ont fait de ces handicaps-là leur talent. Dans le monde des arts, on connaît des gens qui... Tout à fait. Est-ce que et vous pensez que les expériences vécues par un individu durant sa vie développent son estime? On capitalise, je suis d'accord, on capitalise. Parce que tout ce qui sort d'abord de la bouche se matérialise. Quand vous estimez que vous êtes bête, vous serez bête parce qu'au fond, vous-même, vous dites tout le temps que... Non, la parole est une arme. Et tout ce qui... Les gens... C'est pour ça qu'il faut toujours bénir les enfants. Quand tu es un parent, tu dois commencer à bénir ton enfant. Tout le temps, quand tu dis à un enfant, tu es trop bête, tu es trop laide, tu es moche, elle va forcément devenir comme cela parce que tout ce qui sort de la bouche se matérialise. En parenthèse, moi j'ai vécu quelque chose pareil, mais quand j'étais encore au collège, je pense que j'étais en terminale, ben, les mathématiques, c'est pas trop mon fort, la science, c'est pas trop mon domaine de prédilection. Donc, j'avais un professeur, un répétiteur à la maison, qui m'aidait quand même à mieux m'en sortir dans les notions mathématiques et tout ça. Et je me rappelle que tout le temps, quand il venait pour les répétitions, à chaque fois qu'il était là, il me répétait, ou bien quand je fais une erreur, quand je commets une erreur, quand je fais une faute, tout de suite, il dit, toi tu ne connais rien, toi tu ne connais rien. Et il le disait, moi, tout de suite, ça ne me disait absolument rien. Mais j'ai capitalisé tel que tu le disais. Un jour, un soir, on était en train de faire une étude. Donc, comme d'habitude, j'avais encore fait quelque chose. Et il répète, il dit, tu ne connais rien. J'étais au tableau, j'avais la craie en main. Je suis restée là, figée. Je voudrais répondre. J'ai plus rien dit. Je voudrais dire à ce professeur. J'ai plus rien dit. Que c'est lui qui connaît rien. Et je suis restée comme ça, figée. Je n'ai plus rien dit. Il me parlait et je ne réagissais plus. Il a dit, mais Rebecca, je n'ai rien dit. Il a dit, je vais dire à ton père que tu n'es... Je n'ai rien dit. C'est-à-dire que j'ai gardé un silence, mais un silence terrible. Et il est parti. Il est parti, j'ai rien dit. Je savais qu'il y aurait des retombées.
parce que je savais qu'il allait en parler à papa, qu'on allait me frapper. Mais en fait, j'étais prête. J'étais psychologiquement maintenant prête, préparée. Parce que je me disais que, OK, je ne connais rien. Mais tu es là justement. La pédagogie est passée où? Tu es là pour jouer un rôle dans tout ça. Donc, cela m'amène en fait à te poser la question, Jennifer. Est-ce qu'il y a une différence entre l'estime de soi et le développement personnel? Bon, je pense que les deux vont de pair. Hein. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre vraiment, parce que le développement personnel, pour ce que je sais, c'est développer, rechercher, détecter les talents qu'on a en soi et aussi les faire éclore. Quand vous n'avez pas l'estime de vous-même, vous ne savez pas que vous avez un talent. Si la dame, elle ne fait que dire « je ne suis pas intelligente », vous voulez qu'elle développe quoi, Rebecca? Ce n'est pas possible. Donc, je pense que les deux vont de pair et il n'y a pas l'un sans l'autre. Et c'est vraiment dommage que quelqu'un en arrive à se dire je ne suis pas intelligente, et elle le dit de façon naturelle, elle sait que c'est un fait. Je pense qu'il faut beaucoup parler, beaucoup la suivre pour la ramener. Mais on a forcément un talent, Rebecca. Si tu me permets, je donne l'exemple de cet influenceur-là qui est devenu très célèbre. Il ne faisait que des mimiques, il n'a fait que ça, il fait des mimiques et c'est ça qui lui a donné beaucoup d'argent. C'est ça qui lui a donné une renommée, c'est ça qui lui a donné un nom. Donc, même quand vous ne faites rien, il y a forcément quelque chose à faire. Développement personnel, estime de soi, est-ce qu'il y a une différence? Je crois que l'estime de soi renforce le développement personnel. Le développement personnel permet de l'éclosion de nos talents, de notre savoir-faire, de nos dons. De mieux, la connaissance de soi. Je suis qui? Je vaux quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre au monde? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce que je peux rapporter à l'humanité? Donc, je veux rebondir sur l'enseignant là. Moi, j'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années. Je ne sais pas si j'ai détruit des enfants. Quand vous rabaissez quelqu'un, vous l'empêchez d'éclore ses capacités. C'est-à-dire que, parlons du système éducatif, parce que l'éducation, c'est d'abord la base de tout développement, c'est l'école. C'est-à-dire que nous avons de ces transmetteurs de savoir qui ne sont pas normalement prédestinés à devenir enseignants. Ils sont rentrés dans l'enseignement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Vous me suivez? Celui qui est un vrai transmetteur de savoir, il a ce qu'on appelle la pédagogie. Donc, il doit savoir quoi dire. Chaque enfant, il sait que chaque individu a sa psychologie. Tu es assez brillante, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Mais il aurait pu détruire toute ta vie. Exactement. Il aurait pu faire de toi une personne médiocre. Si je pense qu'à un moment donné, moi-même, il t'a tellement rabaissé parce que vous imaginez un patron d'entreprise qui tout le temps ne fait que rabaisser ses employés. À un moment donné, les employés ils vont pas produire de la richesse. Vous travaillez ici. Si tout le temps avec vos collaborateurs, on ne fait que vous rabaisser, on ne trouve que des défauts, on ne trouve que des défauts tout le temps, je crois que l'émission... Le rendez-vous de midi aurait déjà disparu. Donc, ça veut dire que, en fait, l'estime de soi, c'est déjà prendre conscience de sa valeur. Et le développement personnel, c'est maintenant laisser voir ceux qui sont autour de vous, ceux dont je suis capable. Ok. Tu as commencé par parler du système éducatif et justement, pendant les périodes scolaires, les notes représentent un facteur contribuant à l'estime de soi. Donc, on va se dire qu'un élève qui réussit ou échoue constamment affecte forcément son estime de soi, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pour cela qu'il faut démystifier nos matières, montrer à celui qui ne travaille pas en mathématiques que c'est juste une science. 1 + 1 = 2. Trouver la pédagogie, la méthode qu'il faut pour transmettre ce savoir-là. Tout le monde peut être brillant en mathématiques. Plus tard, je l'ai compris. Tout le monde peut être bon en français. Censé exerçant. Il y a aussi des problèmes de méthode. Donc, quand tu estimes, tu écrases l'enfant, tu humilies l'enfant, tu chosifies l'enfant, tu diminues sa valeur, tu brises en lui toute sa confiance, tu risques de tuer tout le génie créateur qui sommeille en lui. Il faut dire, oui, c'est vrai, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est le difficile qui est le chemin. Tu sais, les grands hommes, quand ils échouent, ils réussissent. L'échec est une victoire éclatante reportée. Tu as échoué aujourd'hui. Je crois que si tu t'y mets, tu commences à faire des exercices petitement, tu vas devenir meilleur que ça. Il faut faire des exercices, il faut suivre les autres, il faut aller à l'école, il faut avoir des amis qui brillent. Va étudier avec eux. Ils vont te transmettre le peu de connaissances qu'ils ont. Pas après pas. Vous allez voir. Vous savez, les enfants que l'école même a rejetés. Il y a des talents qui ont été rejetés de l'école, qui sont devenus de grands inventeurs de par le monde. Donc, sans vous mentir, apprenons à bénir les autres.
Parce que nous n'avons pas les mêmes chances que l'autre. Donc si l'autre a une difficulté quelque part, mettez-vous à sa place. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'école, par exemple, qui ne mangent pas 2 fois par jour. Il y a des gens qui vivent dans des conditions précaires. Il y a des gens qui n'entendent pas bien, qui ne comprennent pas comme tout le monde. Donc le transmetteur de savoir doit prendre de la hauteur et faire du cas par cas pour que tout le monde soit au même niveau. Transmetteur de savoir, il veut parler donc des enseignants, mais il y a le cas aussi les parents. Et quand on est parent, on n'a pas envie de voir son enfant échouer, n'est-ce pas? Donc, à force de voir par exemple son enfant échouer ou bien investir dans l'éducation et voir que, en quelque sorte, vous n'avez pas un retour sur investissement, mais forcément le parent aura mal. Et dans la colère, le parent en question va dire des choses, va tenir des propos. Mais dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se contenir et se dire non, si je le dis, je vais briser l'enfant? Je pense qu'il faut se contenir. Je pense surtout que les temps qui courent actuellement, nos parents, par exemple, étaient un peu durs avec nous, mais je pense que nous, on ne doit pas refaire cette erreur. On n'a pas à influencer les enfants négativement comme ça. Parce qu'un enfant, ce que vous lui dites, il retient. Je ne sais pas, j'ai remarqué que les enfants, quand les tout petits actuellement, ils ont carrément un autre système, ils retiennent ce que vous leur dites. Donc, je pense que la meilleure façon est en dehors des enseignants, même parce que tous les enseignants n'ont pas cette pédagogie-là. Je pense que c'est aux parents plutôt que revient ce rôle, aux parents et à l'entourage proche. Leur dire à ces enfants, d'accord, qu'est-ce qui ne va pas en maths, qu'est-ce que tu ne comprends pas, à quel niveau c'est, comment on peut t'aider. Et lui dire justement, les maths, c'est important, tu sais, dans la vie. Tu as dit que tu veux être, je ne sais pas moi, président, ministre, mais si tu n'as pas les maths, il faut savoir que tu ne peux pas aller là-bas. Donc, les soirs maintenant, on va... Il faut de la manière, il ne faut pas mal parler un enfant, rabaisser l'enfant, sinon vous êtes sûr d'avoir le résultat contraire et vous n'y pourrez rien après. Jennifer, à entendre Jennifer, on a l'impression que ça paraît, c'est faisable. C'est pas que ça paraît, c'est faisable, mais est-ce que c'est si facile que ça pour un parent de simplement oublier son investissement et de dire ben, mon enfant ça va aller l'année prochaine? Vous êtes sûr que c'est si facile et que ça se passe comme ça? Je crois que sincèrement que ça dépend aussi de l'éducation du parent. Mais quelle que soit l'éducation que moi en tant que parent je reçois et que j'investis énormément, mais j'aurai le choc, n'est-ce pas? On va parler un peu coaching. Tout enfant est championné. Lors de la fécondation, c'est des millions de spermatozoïdes. Il a été le plus endurant, il a été le plus intelligent, il a été le plus futé. Il s'est accroché. Montrer à l'enfant que c'est un gagneur. C'est un gagnant, c'est un championné. Que impossible, il n'y a rien d'impossible quand on s'investit. Mon fils, je crois en toi. Je sais que tu as des difficultés, mais je sais que tu es intelligent. Peut-être que tu t'amuses un peu trop, tu te distrais un peu trop. Tu regardes trop la télévision, tu es trop sur les smartphones. Ou tu as de mauvais compagnons de route. Mon fils, moi, j'ai confiance en toi. C'est pas si facile que ça. Mais il faut bénir, on ne peut pas maudire sa production. Tout le temps, tu estimes que non, tu es trop têtu. Tu n'écoutes pas quand on te parle. Tu as tritodine et tu vois que des défauts. Là, on va devenir récalcitrant. Mon fils, je crois que c'est difficile aujourd'hui. Je crois que tu peux. Moi, regarde mon cas. Je suis parti de rien. Il faut des exemples aussi. C'est pour ça que j'ai parlé au début des repères. Le papa, le transmetteur de savoir qui est le père à la maison, dans la cellule familiale. En vérité, il est qui? Si le papa était tout le temps trop tricheur, il était tout le temps cybercriminel. Il a toujours volé pour réussir. Mais l'enfant n'est pas obligé de savoir. Ah, l'enfant a pour modèle que il y a des parents qui disent tout le temps à leurs enfants, ben moi quand j'étais à telle classe, j'étais toujours premier. Jusqu'au jour où l'enfant tombe sur le bulletin de Même si tu n'as pas fait des études brillantes, tu as forcément réussi quelque part. Mon fils, tu peux réussir aussi dans le vol. Ça dit que tu peux avoir des talents, mais le parent ne va pas lui dire. Il va te dire que c'est un homme d'affaires, qu'il a bâti un empire pour lui. Parce qu'en dépit de tout, c'est l'enfant là qui va demain porter le flambeau, immortaliser cet héritage, ce patronyme-là. Donc je crois sincèrement que cette thématique, c'est l'un des meilleurs thèmes que vous avez balancé cette thématique. Et justement, on va aborder un autre pan de la question de cette thématique-là qui concerne maintenant les couples.
en couple aussi, l'estime de soi a sa place, n'est-ce pas? Une femme qui, par exemple, est tout le temps rabaissée par son homme, tu ne vaux rien, qu'est-ce que tu fous là? Tu ne t'habilles pas bien, tu n'es pas jolie, tu n'es jamais classe. Quand on rentre, c'est toujours toi qui es... Au finish, au fil du temps, qu'est-ce que cette femme-là peut ressentir? Déjà, moi, je pense que dès les premiers jours, c'est même pas au fil du temps, hein, dès les premiers jours, tu me dis ça, je sais que je ne te conviens pas. Mais justement, oui. ça ne se passe généralement pas dès les premiers jours. C'est-à-dire que tu as eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants. À un moment donné, peut-être monsieur a commencé par voir ailleurs. Et là, maintenant, il te rabaisse. Mais alors là, totalement... Qu'est-ce que tu fais? Sinon, c'est pas en tant que femme? C'est pas facile, mais là encore, je pense que il n'y a peut-être rien à faire. Je reste sur ton exemple, hein, Rebecca. On sait généralement qu'après la maternité, les femmes prennent du poids. Je prends par exemple quelqu'un qui a ta forme, ta très belle forme, et qui, juste après, elle sourit. Juste après... Non, juste après la maternité, elle prend du poids, alors que son mari n'aime pas ça. Je pense qu'il faut qu'elle fasse des efforts déjà. Il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour elle, hein, surtout, pour être heureuse et peut-être pour faire plaisir à son mari. Mais si ça ne marche pas et que tous les jours on la rabaisse, je pense qu'il faut qu'elle arrête de se nourrir. Ces propos-là, ces paroles qu'on lui dit, il faut qu'elle arrête de s'intégrer ça et de se dire « je suis devenue vilaine ». Elle a ses enfants, elle peut s'occuper de ses enfants par exemple, se faire plaisir en faisant d'autres activités, se rendre heureuse en fait. Elle peut même se complimenter elle-même. Maintenant, si l'homme estime qu'il va partir, bon, malheureusement, hein, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, hein, c'est un peu ça. Tu partages l'avis de Jennifer? Je crois que on revient encore à l'éducation par l'exemple. Le mari doit savoir que ce qu'on aime, d'aucune estime que ceux qu'on aime n'ont pas de défaut. La femme était très belle, elle a fait un enfant, son corps il y a une métamorphose de son corps, mais l'homme doit savoir qu'il est comptable de ces faits-là. S'il n'avait pas engraissé la belle dame, moi je le dis tout le temps, si je t'engrosse et que ton corps change, je partage, j'ai participé. Donc c'est à moi de réfléchir avec toi pour qu'on trouve une solution. Mais ceux qu'on aime franchement, sincèrement, n'ont pas de défaut. Quand tu aimes une personne, tu l'acceptes. Tu ne vois pas de défaut. Donc je veux parler à ces Soweto, ces maris bagarreurs, ces phallocrates, des hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs aux femmes là. Je veux leur parler ce matin. Il y a des phallocrates, des gens qui estiment que la femme c'est le sexe faible et qu'ils sont le sexe fort. Ils se trompent largement. La femme est encore plus forte que l'homme. C'est la raison pour laquelle elle porte la vie. Moi, je veux leur parler ce matin. La femme est valeur infinie. Une femme qui se respecte ne doit pas admettre qu'on la batte. Et puisqu'on parle de ce sujet, la violence n'est pas que physique. Elle est psychologique. Elle est aussi psychologique. Mais par rapport à cet aspect-là du fait de rabaisser sa partenaire, c'est dans les deux sens. Hein. Un homme, par exemple, qui du jour au lendemain perd son emploi. Du jour au lendemain perd son emploi. Et sa femme qui, au départ, elle compatissait, elle était toute gentille et tout. Au fil du temps, elle voit que les dépenses, qu'elle dépense désormais énormément, tout est pratiquement à sa charge. Elle va commencer par rabaisser son mari, par l'insulter devant ses amis, l'humilier. Dans ces cas, l'homme, lui, réagit comment? Je vais vous faire des confidences. Pour avoir écrit sur l'un des écrivains qui écrit plus sur les femmes, mais en écrivant sur plusieurs femmes, je suis tombé sur des femmes encore plus violentes que les hommes. Sans vous mentir, il y a des femmes qui sont encore plus vindicatives que les hommes. Sans vous mentir. La femme est dure. Hein? Mesdames, vous êtes dures. Sans vous mentir, il y a des femmes, quand elles vous écrasent pas seulement, elles vous enterrent. Il y a des femmes qui prennent plaisir à vous humilier. Sans vous mentir. Je voudrais dire à ces femmes-là, rappelez-vous des bons moments que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, le monsieur, par exemple, a perdu son boulot. Ce n'est pas la fin d'une vie. Le boulot, c'est qu'un bien matériel. Mais il y a des biens, il y a des biens plus importants que le matériel. Mais quand ça dure, il a perdu son travail 1 an, 2 ans. Quand ça dure, ben, il y a des frustrations. Si moi, je perds mon boulot, ma femme, je suis sûr que tu m'écoutes, si je perds le boulot, que je suis incapable de payer le loyer, de payer l'électricité, l'eau, je crois que tu dois me coacher, tu dois m'aider à devenir entrepreneur. Une femme qui vous aime,
va pas vous mettre, va pas vouloir forcément que vous soyez fonctionnaire. Aujourd'hui, vous avez un boulot que vous avez perdu. Non, mais vous pouvez aussi faire faillite en étant entrepreneur. Non, on va trouver quelque chose à faire. Et si vous ne trouvez pas pendant 1 an, 2 ans, donc la femme va rester... Non, je tiens aussi à parler des gigolos là. Hein. Non, il y a des gigolos qui adorent qu'on les entretient là. Messieurs, l'amour, ce n'est pas un fardeau, c'est une complémentarité. Parce qu'à un certain moment, ça devient difficile. Parce que quand c'est la femme qui fait tout dans la chambre, c'est elle qui doit porter la culotte. Donc si vous permettez que votre femme fasse tout dans la maison, c'est elle qui, le frigo, tout, vous devenez une chose, elle vous chosifie. Donc c'est elle qui devient homme. Or l'autorité, ce n'est pas pour dire que la femme n'a pas d'autorité, mais l'autorité dans la maison, c'est l'homme. Parce que madame, c'est nous qui nous protégeons. Il a précisé, c'est pour ne pas dire. Mon avis, c'est toujours le même avis. Je prends cet exemple-là que tu as donné, l'homme qui a perdu son boulot. Au début, comme je le dis, il fait aussi des efforts. Comme j'ai dit, la femme doit faire des efforts. Il fait beaucoup d'efforts. Il ne dort pas, il cherche, comme on dit. Il peut même faire de petits boulots. L'essentiel, c'est de se donner quand même un peu et ramener quelque chose à la maison, ne serait-ce pour contribuer. Je pense que ça peut calmer madame et ne pas oublier de lui dire « Non, t'inquiète, j'ai la volonté, on va s'en sortir, on va y arriver ». Mais si malgré tout ça, elle ne veut pas comprendre, c'est comme je le disais, c'est qu'elle ne peut plus supporter. Donc, est-ce qu'ils vont rester ensemble, continuer de se nourrir des idées noires, ou est-ce que pour leur bonheur, ils vont se séparer? Parce que quand ils ne seront plus... Non, je sais que ce n'est pas une solution ultime, mais... Oui, mais elle ne va pas arrêter d'en avoir marre de lui, de se dire si j'avais une autre personne. Donc, que chacun fasse son expérience. Hein, ils ne vont pas rester là à s'humilier tous les jours. Donc, il sera aussi plus à l'aise quand il sera seul. Elle va moins dépenser quand il ne sera pas là. Donc, c'est à eux de réfléchir et de voir est-ce que je vais continuer à rester dedans ou est-ce que je vais me chercher mon boulot et peut-être après venir reconquérir madame. Vous pensez qu'une femme qui se maquille tout le temps a un problème d'estime de soi? Avant d'y répondre, je voudrais d'abord dire que si l'homme perd le boulot et que c'est lui qui fait le ménage à la maison, les travaux domestiques, il travaille déjà. Parce que moi, j'ai du respect pour les ménagères. Un homme qui perd le boulot, c'est lui qui prend soin des enfants, qui les amène à l'école, c'est lui qui lave les bols. Ça peut arriver que la femme soit fonctionnaire et l'homme à la maison, ça peut arriver. Moi, par exemple, je suis un accro de ménage et moi, je n'entre pas, c'est pas dégradant pour moi. Faire la lessive, faire la vaisselle, il n'y a pas de problème. Être un accro de ménage, j'adore. aimer faire ça est différent de... Avoir ça comme boulot, je ne le refuse pas. C'est un boulot. C'est différent d'avoir ça comme un boulot à plein temps. C'est un boulot. Vous savez que c'est un boulot? Ça dépend de comment ils s'entendent. Moi c'est vrai. Est-ce que je vais dire... Nous sommes dans une société. Exactement. C'est pour ça que je veux préciser. Vous êtes en train de donner des idées sans oublier la société dans laquelle nous sommes. Nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités. Mais vu qu'il y a des hommes que ça ne dérange pas vraiment que leur femme soit ménagère, et que l'homme aille travailler, ramener le pain sur la table, encore que c'est pas bien. De la même manière. Oui, il faut quand même que tous les deux participent. De la même manière, ça dépend du couple. Moi, je ne les jugerai pas et je ne dirai pas qu'ils ont tort. Si la femme estime qu'elle a besoin de travailler, peut-être qu'elle a un poste de responsabilité très sensible et que le mari décide peut-être d'abandonner son travail. Oui, ça arrive. C'est vrai que je dirais dans les films, mais ça arrive. Le mari décide d'abandonner son travail, s'occupe de l'éducation des enfants pour ne pas confier les enfants peut-être à une ménagère. Voilà, une garderie. La femme, elle est chef d'entreprise, elle est boss, elle gère. Et lui, il est à la maison. Tant que le problème, Rebecca, ici, d'estime de soi, c'est quand ça gêne la dame et qu'elle rabaisse son mari. Mais, ok, quand ça ne la gêne pas... Ben, tu sais, généralement, nous, les femmes, on a tendance, quand on a un peu de pouvoir, à en abuser. Pas tout le monde. Il faut nuancer. Mais c'est très vite arrivé quand même. Il faut nuancer. Bon, il y a des femmes quand même qui sont adorables. Je pense arrivé. À vous, madame. Je sais qu'il y a des femmes adorables qui ont un cœur d'ange et qui ne dépassent pas toujours la ligne rouge. On a déjà fini avec ce thème, on va parler de maquillage. Non, avant cela, j'oublie le nom d'un président américain. Quand il est devenu président de la République, il a demandé à sa femme, toi tu restes à la maison et tu gères le ménage. Et les journalistes tu sais, les journalistes on sont allés creuser. Ils ont demandé à ce président de la République, pourquoi tu es président de la République et tu demandes à ce que ta femme reste domestique. Il a estimé que c'est un travail. Ben, c'est elle qui veille à l'éducation des enfants. Oui. Et vous savez, il y a des enfants qui sont plus accros des papas que des mamans. Oui. Parce que le papa est très attentionné, de temps en temps, il est pomponne. Les enfants sont attachés au papa parce que le papa n'est pas tout le temps à la maison.
Mais imaginez papa qui est tout le temps à la maison. Vous êtes sûr que ce serait il y a toujours des enfants, pareil? il y a des enfants qui sont, papas non, qui gâteaux. sont bien, papa gentil, hein. Non, tu sais, les enfants, Je suis sûre que tu veux parler de toi, quoi. Non, tout enfant, c'est le bâton et la carotte. Donc, tout à l'heure, elle a parlé un peu de bâton, taper. Maman, c'est maman. Et papa, c'est pampan. Ah. Donc, On parle maintenant de... C'est un peu de bâton et c'est un peu de carotte, parce que nous sommes en Afrique. Ok. Revenons Le maquillage. Une femme qui se maquille tout le temps, vous pensez qu'elle a un problème d'estime Non, revenons en soi? à la sublime Rebecca qui est devant moi. Quand je la vois au plateau, elle n'est pas maquillée. Je crois que c'est pour présentation. Il y a un certain conformisme quand on est sur un plateau de télévision qui amène le maquillage. Je peux te dire sincèrement que sans le maquillage, tu es encore 1000 fois plus belle. Maintenant, parlons du sujet. Moi particulièrement, j'adore les femmes naturelles. Moi, la belle Jennifer, elle a un teint d'ébène. Vous imaginez? Le jour où elle va passer de la peinture sur son corps, c'est-à-dire se dépigmenter, elle sera plus vilaine que la mort. La mort peut être belle aussi. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que là, tu vois Jennifer en noir. Imagine Jennifer en clair. Non, ce ne serait pas du tout bien. Parce que, tu vois, tu as un teint de palme, naturellement. Elle a un teint d'ébène. Mesdames, vous êtes extraordinairement belles. Ok, donc. Le maquillage, c'est juste des parures. Mais je peux vous dire que sans ces maquillages, vous serez davantage encore plus belle. Donc, une femme qui se maquille, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que cela peut l'amener à perdre l'estime qu'elle a en elle? Il y a des femmes qui se maquillent parce qu'elles ne croient pas qu'elles sont belles. Complexées. Tu vois, elles ont un teint d'ébène, elles sont très belles. Et les femmes qui vont se dépigmenter. Parlons Elles de sont pigmentation. complexées aussi. C'est à cause du complexe. Des fois, les femmes vont se dépigmenter parce qu'elles se disent « je suis noire, je ne suis pas belle ». Il y a un problème de crise d'estime et elles vont se gâter, se déconcher la peau. Donc, je peux vous dire, la plus belle race au monde, c'est la race africaine, c'est la peau d'Afrique. Donc, je veux dire à mes soeurs, à mes enfants d'Afrique, qu'elles sont des reines, elles sont des princesses. Elles n'ont pas besoin de mettre de la peinture, elles n'ont pas besoin de... Avec le doko, là. Tu vois, nos mamans faisaient des hackings, là, des tresses qu'on appelle doko hacking, là. On n'a pas forcément besoin de toutes ces mèches-là pour être belle. Ok. Jennifer, très rapidement sur le sujet. Oui, très rapidement, je vais développer un tout petit peu, je ne vais pas aller très rapidement. Moi ce que je ne conçois pas, moi, du tout, c'est le changement du tout au tout, voilà. Le changement du tout au tout, c'est-à-dire, quand on me voit, on ne sait pas que c'est Jennifer. Moi, j'ai un problème. Quand il s'agit du maquillage, oui, quoi. Du maquillage et même du teint. Je ne sais pas si les gens bronzent tellement qu'ils deviennent noirs alors qu'ils étaient clairs, je ne sais pas. Mais quand tu changes complètement ce que tu étais au début, moi, j'ai un problème avec. Après, chacun a ses raisons. Le maquillage, moi, je ne pense pas que ça cache forcément une estime de soi, mais ça peut cacher une estime de soi. Quand vous vous dites je ne m'aime pas, vous pouvez vous servir du maquillage en croyant que vous réglez un problème, mais là je suis sûre que la personne qui a un problème d'estime de soi et qui se maquille tout de suite, je doute que ça lui aille très bien, à moins que cette personne paie un professionnel. Mais moi je pense que le maquillage pour certaines femmes c'est peut-être un peu comme ça donne une certaine assurance. Voilà, c'est comme les femmes qui mettent par exemple des talons, elles se sentent peut-être plus élégantes. Avec des chaussures plus hautes. Ou vous voyez quand vous avez une marque par exemple qui quand même est bien chic et que vous mettez ça, vous vous sentez, comme on dit, vous vous sentez. Donc je pense que le maquillage c'est ce rôle que ça joue chez les personnes qui ont déjà une bonne estime d'elles-mêmes. Mais les personnes qui manquent de confiance en elles ou en eux et qui utilisent le maquillage, je suis sûre qu'ils vont tout le temps chercher d'autres solutions pour se faire accepter. Le maquillage, c'est tout sauf la solution, en tout cas. Ok. En tout cas, maquillage, je pense que c'est dans le même registre, parlant de la chirurgie esthétique. Le changement de sexe. Le changement, tout ça, en fait, c'est un manque d'estime de soi parce que peut-être votre nez est trop gros. C'est naturel. Votre visage est trop large. C'est naturel, mais on n'aime pas. Enfin, je pense que nous évoluons dans un monde aujourd'hui où on écoute plus les autres. On est plus influencé par les autres et par tout ce qui est autour de nous que par nous-mêmes et ce que notre conscience nous dicte de faire. Alors, quelles sont les conséquences, on va finir sur le sujet, quelles sont les conséquences d'une faible estime de soi? Les conséquences généralement. C'est l'échec sur tous les plans. Comme elle dit, Mme Jennifer, c'est un désastre, c'est une catastrophe, c'est plus que le tremblement de terre. Parce que c'est l'anéantissement même de l'être. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'avez pas vécu. C'est-à-dire que tout est gâté. Okay. Tout est gâté.
Donc, raison de plus qu'il faille permettre aux gens de remonter la pente, un formatage mental, un coaching qui permet aux gens de reprendre conscience, de reprendre confiance en soi, estimer que oui, je suis une valeur, je suis une chance. Si telle personne a réussi, si je suis sur terre, c'est parce que c'est une réussite infinie. Et tôt ou tard, si je me bats, je vais pouvoir briller et rayonner à travers le monde. Jennifer. Oui, Rebecca, merci. Je pense que tout est dit. Je suppose que tu es d'accord avec moi. Les erreurs, les faux pas, les échecs font partie de la vie et les petits défauts aussi. Donc, il faut que tu sois prêt forcément à tomber parfois, mais à te relever. Parce que si tu n'as pas d'estime en soi, je ne vois pas ce que la personne peut faire. Hein. Même si cette personne commence à évoluer un tout petit peu et tombe une fois, mais elle va rester couchée. Elle n'aura même plus envie d'essayer quoi que ce soit. Dans ce cas, quel rôle elle joue? Je me réfère toujours à notre histoire qui dit « j'ai peur de me marier pour que mon mari ne se rende pas compte que je suis intelligente ». Elle ne va pas se marier, elle a peur de faire des enfants pour ne pas répéter. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle fait. Ça veut dire que sa vie est tout le temps en questionnement. Exactement, est-ce que si je fais ci, ça ne va pas donner je pense que ci? elle ne vit que pour les autres. Oui, elle ne vit plus pour elle-même. En fait, c'est ça. Pour conclure, en fait, c'est beaucoup plus ça. Vivre pour soi-même et non pour les autres. Jennifer le sait très bien. Moi, à chaque fois, et d'ailleurs mes collègues à la rédaction et même à l'office le savent, moi, à chaque fois, je me répète, je suis belle, je suis jolie. À chaque fois que je rentre dans la rédaction, je dis, la reine est là, elle est là. Et puis les gens me disent, tout le monde me dit, mais arrête. Moi, voilà, Rebecca est ce genre de personne qui, par exemple, à chaque fois quand je fais mes émissions, ben moi j'ai du plaisir à le suivre encore. Et quand je le suis, on me dit, mais pourquoi tu te suis encore? Je suis belle, il faut que je suive. Au-delà de la beauté, donc voilà, tu as la bonté, tu as un très bon cœur. Oh, arrête de me flatter. La beauté est encore plus belle que la beauté, la bonté. La bonté, voilà. La beauté du cœur. Oui. Quand on donne, on s'enrichit toujours. Absolument. C'est vrai. Tu es une personne de valeur. Merci beaucoup, merci. Je suis amoureux de toi. Ah là là. Merci à vous, chers amis, pour vos apports et conseils. Donc, chères dames, dans notre vécu du jour, il faut simplement vous dire que vous êtes dans le monde, vous êtes venus au monde forcément pour un but bien précis. Il n'y a pas de hasard si vous êtes là. Donc, simplement, essayez de vous regarder dans le miroir chaque matin et de vous dire « Je suis belle, je suis intelligente, je suis capable de faire ce qu'un homme fait, je suis capable de surmonter telle difficulté, je suis capable de faire ci ou je suis capable de faire ça. » Il faut être en mesure de pouvoir se donner des valeurs, se trouver des points positifs dans la vie. Parce que si vous ne faites pas ça, croyez-moi, vous allez tout simplement sombrer dans votre vous-même. Tout simplement. Donc, évitez. Et s'il y a des téléspectateurs qui sont dans le même cas, on vous invite à vous trouver des valeurs. Ce qui est sûr, vous avez forcément une valeur. Et cette valeur-là est là pour s'ajouter, pour créer quelque chose dans ce monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ta conclusion. Merci, merci. On va installer à présent, j'ai testé pour vous. Votre rubrique « J'ai testé pour vous » s'invite dans l'univers de la beauté cette fois-ci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous allons limer, gommer les pieds, les mains, les rendre beaux tout simplement. Ce que nous sommes sur le point de faire, on l'appelle la manucure et la beauté des pieds. Oui, vous vous attendez à ce que je dise le pédicure. Je ne dirais pas le pédicure tout simplement parce que le pédicure se dit quand les pieds sont affectés. Et c'est le podologue qui s'occupe de l'affection ou des affections des pieds. Je suis avec la patronne des lieux. C'est avec elle que nous aurons notre mannequin ou notre modèle sur qui nous allons travailler. Le résultat final, vous aurez le temps d'apprécier. À tout de suite.
c'est Madame Bedo Gaël, épouse Kenwoo, esthéticienne de formation. Alors, pour faire la manucure et la beauté des pieds, de quoi est-ce qu'on a besoin? Quels sont les matériels qui interviennent dans la réalisation de cette activité-là? Ceci, c'est une râpe en fer. D'accord. On commence par ça. Mais tout d'abord, il faut désinfecter tous les matériels avec de l'alcool. D'abord. Ok, nous allons voir tout ça tout à l'heure. Oui. Après avoir désinfecté. Après avoir désinfecté, il faut démaquiller l'ongle. Que ce soit verni ou pas, toujours démaquiller l'ongle. Enlever les cuticules. Essayer de limer un peu, donner une forme à l'ongle avant de le mettre dans le bain. Et quand on met les pieds dans le bain, après combien de temps est-ce qu'on peut demander au client de faire sortir ses pieds pour les limer ou les gommer? Maximum 15 minutes. Là, tout d'abord, c'est l'appareil qui sert à faire la beauté des pieds. On appelle ça le pétiné. On allume l'appareil. Ça permet de modeler correctement les peaux mortes qui sont à l'intérieur de la plante des pieds. C'est encore thérapeutique. Ça, comment on l'appelle? Pince à envie. Envie. Voilà, ça permet de couper les cuticules et le rebord des doigts. Est-ce que vous êtes sûr que je vais m'en sortir? Bien Je vais pas sûr. me couper le pied. Non, du non, non, client. non, ça ne coupe pas. Vous avez votre serviette blanche. Vous protégez avec. Vous protégez également votre client avec. Peu importe que ce soit femme ou homme, toujours protégé pour éviter les risques d'incidents de type des éclaboussures, des produits. Voilà. Gardez le coton comme ça. D'accord. Pincez. Toujours commencer avec le petit pied. Et vous le faites avec délicatesse, tout en mettant un peu de pression. Voilà. J'avoue que c'est pas aussi facile. Hein? Mais combien est-ce qu'un client doit payer si vous lui offrez ce service? Chez moi, la manucure et beauté des pieds, je prends 7 000 voire 8 000. Et Donc vous? avec 3 000 francs, sans la pose de vernis, je suis juste la manucure. Et la beauté des pieds, vous prenez combien pour un homme? Mon nom, c'est 7 000. Juste la beauté des pieds, 7 000. Et pour une femme? 5 000. 5 000. Pourquoi cette différence-là? Parce que les pieds, la femme ne met pas les pieds dans l'eau pour faire la vaisselle ni la lessive. Non, mais on rencontre des hommes qui n'ont pas de talons, pas trop durs. Donc vous voulez dire par là que les pieds qui déchirent les moustiquaires, ce sont les pieds des hommes? Non, on a touché les femmes aussi. Il y a de ces femmes-là aussi, hein? Vraiment. Je vais voir si c'est bien carré ou bien je dois retourner. Après avoir utilisé la râpe en fer, ça la partie lisse et la partie rugueuse. Au premier abord, vous utilisez la partie rugueuse pour ramollir ce que l'autre râpe a fait. Vous allez mettre de l'ordre au niveau de la plante des pieds avec la partie rugueuse. Et après maintenant, vous enlevez les peaux mortes avec la partie lisse. Chers téléspectateurs, la satisfaction d'un client, c'est avant tout la satisfaction de quelqu'un qui a travaillé ou de quelqu'un qui a offert son service.
Mon client, le client de la patronne de ces lieux, est satisfait du travail que j'ai eu à faire. Je voudrais tout simplement vous suggérer de prendre soin de vos mains, de vos pieds également. Faites en sorte que quand vous tendez la main à quelqu'un, la personne sente la douceur qui se trouve dans votre paume de main. C'est important. Et voilà qui vient boucler cette émission, chers amis. Merci beaucoup. Hein. Tu as quelqu'un à qui dire un bon week-end, à qui souhaiter un bon week-end très rapidement? À ma Dulcinée. Oh, Dulcinée, même étonnée. Je vais faire comme bon week-end, chérie. Voilà. Donc, dans tout ça, là, il y a que... Moi, Bon je vous week-end aime, aussi. chers téléspectateurs. Donc, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production de cette émission, Le Rendez-vous de midi. Bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.